Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir donc à l'ENSA Paris-Malaquais pour cette conférence sur les pratiques constructives qui s'insère aussi dans le cycle réemploi de l'association 2A2IA. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous remercions évidemment l'ENSA Paris-Malaquais pour son site, pour cette invitation et pour la co-organisation de cet événement. Un grand merci aussi à la présence de nos invités dont on va vous reparler très vite et donc à l'association et notamment à Adrien Paporello pour l'organisation. Pour vous en toucher un mot très rapide avant, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, l'association 2A2IA est une association loi de 1901. C'est une association qui est ouverte à toutes et tous et dont l'objectif premier, en fait, est de permettre le dialogue, la discussion, l'échange entre les acteurs, en fait, de la construction, quels qu'ils soient. Ce n'est donc pas une association réservée aux ingénieurs architectes, loin de là, mais bien ouverte à toutes les personnes intéressées par la construction. Et c'est pour ça que dans cette optique, nous, l'association, nous réalisons une série de conférences, de visites, d'apéros tout au long de l'année, avec un programme diversifié, souvent qui est lié en fait au débat qui nous semble important de venir porter sur l'espace public. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est vous encourager à adhérer à l'association, à nous rejoindre, à nous suivre sur les réseaux et donc à vous engager avec nous. Donc, je vous le disais, en fait, ce cycle, cette conférence de ce soir auquel vous allez assister, participe à un cycle que nous avons lancé en juin 2022. Et, et donc, je suis très heureux de vous montrer aussi ce soir. Euh, En fait, en juin 2022, nous nous étions proposé lors de notre conférence d'ouverture de réaliser une série de pérégrinations pour suivre l'évolution et le développement du sujet du réemploi, du développement de la filière du réemploi. Euh, En fait, l'objectif que nous étions fixés précisément, c'était de suivre les défis. À l'époque, nous en avions établi sept. Donc, les sept défis nécessaires en fait à explorer pour permettre à la pratique de devenir finalement aussi simple, aussi évidente que le travail du neuf dans notre pratique architecturale. Nous avions aussi eu un médium, donc un moyen en fait pour agir, qui était d'alterner visite et conférence. Visite de démonstrateurs finalement de projets déjà réalisés, démonstrateurs en fait de la pratique du réemploi, et de conférences, de cafés d'échange en fait avec des acteurs impliqués et éclairés sur le sujet du réemploi, comme nous allons assister ce soir. Donc voilà, avant de vous parler de la conférence du 30 mai, donc vous avez sous les yeux l'ensemble de nos événements. Pour ce qui est du à venir, nous avons encore quelques événements surprises, notamment des visites qui auront lieu à Nantes, dont celle du 16 juin avec l'atelier Moins mais mieux. Et surtout, notre dialogue, c'est notre grande conférence de clôture que nous ferons au deuxième semestre, donc à l'automne de cette année, et qui servira en fait de grande clôture sur toutes les visites et tous les échanges que nous avons eu la chance de faire pour ce cycle. Voilà, donc un dernier point maintenant pour vous parler de l'événement d'aujourd'hui. C'est donc le septième de notre conférence. Ce soir, ce n'est pas vraiment de reparler de l'ensemble des défis du réemploi. Si vous avez déjà pu voir nos supports, nos livrets ou nos podcasts qui sont sur notre site, vous devez savoir que forcément le thème du réemploi est notamment un sujet avec des enjeux techniques, logistiques, assurantiels et juridiques. Mais ce n'est pas en fait le sujet de ce soir. Ce soir, enfin indirectement, le sujet de ce soir, c'est aussi de montrer que le réemploi a une forte part créative, que c'est également un engagement, en fait, un engagement dont on ne va pas détailler l'ensemble des éléments, mais le simple fait de parler d'économie de matière, en fait, et forcément d'économie du coût carbone associé, montre déjà l'engagement fort environnemental qu'est le réemploi. Euh, donc voilà, le réemploi, c'est donc une part créative importante, un renouveau pour le détail architectural et aussi le travail de plusieurs échelles finalement, puisque le réemploi nous oblige forcément à l'échelle urbaine de questionner la ressource et à l'échelle architecturale de questionner le détail technique, le matériau dans ce sens précis.
Donc, chacun de nos deux invités ce soir ont chacun en fait développé à leur manière en fait cette vision multiscalaire et ce détail technique, et c'est pour ça que je suis très heureux que nous les recevions. Je vais laisser à Adrien le soin de vous représenter nos invités. Merci. Alors, Frédéric, Frédéric Denise, donc tu es architecte, une trentaine d'années d'expérience. Tu as créé ton agence dès le début après, et tu as créé Archipel Zéro, dont tu nous reparleras tout à l'heure, il y a à peu près 10 ans, avec comme corollaire un manifeste, donc zéro béton, zéro carbone, zéro déchet, ne construire que si nécessaire et le moins possible. Donc, je pense qu'on peut dire que tu as été un peu précurseur dans cette approche. C'est pour ça que on est très heureux de t'entendre ce soir. Tu préconises un usage des matériaux locaux, comme la paille, la terre crue et d'une manière générale ceux qui se trouvent comme à proximité en termes de technique. Et tu es également sur la question du réemploi. Tu as pu exercer ta pratique donc sur plusieurs projets. Donc, je pense qu'on a en tête la ferme des possibles, aujourd'hui le hangar zéro au Havre et d'autres. Voilà. Donc, on est très heureux de t'avoir parmi nous ce soir, tout comme Mine. Alors, Mine, tu nous accueilles en plus ce soir à Malaquais. Donc, déjà, on te remercie d'avoir pu nous accueillir en ces lieux, un endroit prestigieux s'il en est pour l'architecture. Donc, toi, tu es ingénieur architecte, tu es maître de conférence, tu es cofondateur de l'agence WAO, une agence cherchant à coupler la production architecturale et la recherche sur l'économie circulaire. Tu avais participé d'ailleurs à un événement d'association il y a quelques années où tu avais pu ton associé nous parler de votre travail et tu vas nous reparler ce soir de la Maison des Canaux notamment entre autres. Tu es cofondateur du Fab Lab WOMA et tu es membre actif de la Fab City Paris. Tu es enfin cofondateur du collectif Restore, fondé en 2019 et dédié à l'expérimentation de solutions en réemploi. Tu es également membre du projet européen Reflow. Mais comment fais-tu? Un projet de développement des outils numériques en faveur du réemploi dont tu vas également nous parler. Donc voilà, donc on est très content de vous avoir tous les deux parmi nous ce soir. La conférence, elle va se dérouler en trois parties. La première, ça va être une présentation qui sera faite par Mine et Frédéric de leur travail respectif. Et puis, donc, il y aura une deuxième partie, une petite table ronde qu'on a préparée, et une troisième partie de questions. Donc, on prendra les questions dans la salle uniquement. Désolé pour ceux qui assistent à distance. Bon, il y a un peu de logistique. Donc, voilà, on se gardera un petit peu de temps pour prendre un peu pour prendre les questions du public. Voilà. Donc, bah, écoutez, sans plus tarder, je passe la parole à Mine. Merci. Alors, merci Adrien, merci Hugo pour cette présentation. J'excuse aussi notre directeur qui devait venir faire un petit mot, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, on va faire une présentation. Alors, à la base, on devait faire une présentation 2 fois 15 minutes, chacun notre tour. Mais avec Frédéric, on s'est dit que c'était plus intéressant de mélanger. Donc, on va mélanger. Donc, on va commencer par un projet de Frédéric. Donc la ferme des possibles à Stein, donc c'est comme Adrien le précisait, moi ça fait un peu plus de 30 ans que j'exerce et bah, j'ai exercé pendant presque 20 ans de façon assez ordinaire, toujours quand même avec bon, une conscience écologique on va dire, mais c'est au début des années 2010 où j'ai vraiment pris conscience des enjeux environnementaux et puis de la du fait que nous, architectes, on était vraiment sur un front, enfin qu'on était, je dirais, les plus exposés et les plus responsables en fait d'un tas de choses, des émissions, d'énergie, de production de déchets, ressources, etc. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire de la politique. En fait, je suis rentré en politique dans le mouvement des objecteurs de croissance. Voilà, je croyais que la décroissance était sans doute la réponse la plus adaptée en fait aux enjeux. Et donc pour quelqu'un qui objecte la croissance, c'est sûr qu'architecte, il est pas tout à fait, il peut pas se sentir bien à sa place. Donc c'est à ce moment-là où j'ai écrit un manifeste et je me suis dit bon voilà, je me donne comme objectif de pas l'appliquer du jour au lendemain parce que c'est pas possible, mais d'y aller petit à petit. Et dans ce manifeste, comme le rappelait Adrien, ça commençait par si possible ne pas construire, si possible ne pas démolir, et si on construit, bah, c'est le mieux et le moins possible. Donc, par le moins possible, ça veut dire
construire de façon bioclimatique, low-tech, réversible, avec que des matériaux de proximité, pas transformés. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans tous mes projets, depuis cette époque, bah, j'essaye de mélanger, enfin, c'est pas que je mélange, mais pour moi, la terre crue, la paille, les matériaux de réemploi, la pierre, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans l'environnement immédiat du site lui-même, ce sont les briques en fait du projet et il faut enfin, donc éviter le béton enfin, le plus possible et tous les produits industriels de façon à vraiment à avoir l'empreinte écologique la plus juste, enfin, en tout cas la plus faible possible. Donc le projet sur lequel qui m'a permis en fait d'appliquer ça, c'est le hangar zéro qu'on verra après. C'est ce qui m'a fait un petit peu connaître dans le milieu du réemploi et notamment j'ai adhéré à l'association Bellastock. On a commencé à travailler ensemble sur la ferme des possibles. À l'époque, donc c'était au début du projet, il y a 6 ou 7 ans, Bellastock n'était pas maître d'œuvre, hein. Donc ils avaient besoin d'une maîtrise d'œuvre et c'est là où ils sont venus me chercher en fait pour être le mandataire du projet La Ferme des Possibles, donc qui est une ferme urbaine, enfin plutôt périurbaine à Stein, sur un site de maraîchage. Et la demande du client, c'est pour ça qu'il s'était adressé à Bellastock, c'était le plus de matériaux de réemploi possible. Voilà, c'était une coopérative d'insertion par l'agriculture et notamment par la permaculture. Dans la permaculture, il y a déjà cette notion de cycle qui résonnait très bien avec l'idée de construire avec des matériaux de réemploi. Et moi, j'y ai apporté, on va dire, mes connaissances et ma pratique des matériaux bio et géosourcés et du bioclimatique. Donc là, c'est un bâtiment sur lequel, bah, justement, enfin, qui est assez remarquable, surtout par sa grande façade toute vitrée. Il y a 650 fenêtres qui sont issues de 3 kilomètres du site, donc de Gennevilliers, donc tout près de Stein, qui ont été transformées. C'est du simple vitrage et ça correspondait en fait à un programme qui ne nécessitait pas, enfin qui avait besoin d'espace de distribution pour des locaux de transformation alimentaire, des locaux réfrigérés, donc enfin pour une partie, donc en fait qui n'avaient pas besoin d'être chauffés, ces locaux de distribution. Donc ça paraissait assez simple finalement de venir mettre en œuvre des fenêtres qui étaient de qualité, puisque c'était des fenêtres en acajou, en bois noble, en bois dur, euh, exotique, donc d'une barre de logements sociaux des années 60 et qui a permis de faire comme vous verrez sur la photo suivante, euh, donc des espaces tampons. Alors ça, c'est les prototypages qu'on a fait tout au début du chantier avec l'entreprise depuis 1920 pour avoir l'agrément du bureau de contrôle. Euh, c'est souvent ce qu'on fait en réemploi. Enfin, dès qu'on on fait un petit peu de façon assez comment dire, expérimentale, bah, il y a besoin de prototyper aussi pour que l'entreprise se rende compte du travail qu'il y a à faire. Quel temps elle va mettre pour transformer en fait les composants existants pour les remettre en œuvre. Donc ça, voilà, le prototypage, tu peux passer s'il te plaît. Et ça, c'est les espaces tampons, donc c'est des espaces de distribution, donc c'est des espaces qui sont non chauffés. Voilà. Ils sont juste à l'abri de la pluie et du vent. Les gens qui pratiquent ces couloirs dans lesquels il y a des siphons de sol, en fait, on n'a pas. Bon, bien sûr, c'est des façades étanches, mais à la limite, si elles n'étaient pas totalement étanches, c'est pas très grave, hein. Le but, c'est simplement d'avoir des couloirs qui permettent de déambuler, d'amener les denrées, enfin, il y a en plus un couloir propre, un couloir sale, voilà, une distribution, on va dire ce qu'on appelle la marche en avant, et tout ça peut se faire dans des locaux qui sont pas chauffés, avec une façade sud qui a été exploitée. Si tu peux revenir 2 photos en arrière, juste pour montrer j'ai oublié de dire que le pignon à droite, c'est un mur trombe, c'est-à-dire un mur aveugle qui est plein sud, qui est réalisé en briques BTC de réemploi. De la, de Bellastock, il y a, je crois, 6 ans, le village des Terres avait fait fabriquer, enfin, c'était le thème hein, de leur camp d'été, on va dire. C'était le travail de la terre crue et la réalisation de briques
briques BTC. Donc, c'est des briques de BTC de réemploi. Donc, ça coche deux cases, à la fois géosourcées et de réemploi. Donc, ça permet de chauffer le restaurant qui est juste derrière en hiver. Et l'été, ça permet de le rafraîchir, hein, puisque c'est un dispositif bioclimatique qui permet à la fois de créer de la chaleur, enfin donc de minimiser les dépenses de chauffage, et l'été, d'accumuler la fraîcheur nocturne dans un mur assez épais et très inerte qui permet de tempérer en fait le climat intérieur. Du coup, passer trois photos après. Bon, voilà des vues, donc l'intérieur du restaurant, où on voit l'intérieur du mur trombe, les escaliers qui sont réalisés avec les chutes de charpente, les luminaires qui sont réalisés avec les corbeilles de fruits de la coopérative. Hein, le réemploi, c'est pas uniquement le réemploi de matériaux du bâtiment, on essaie d'utiliser tout ce qu'on peut avoir sous la main. Et la photo de droite, c'est pour illustrer, j'utilise souvent on nous pose souvent la question, alors le réemploi, c'est plus cher ou c'est moins cher? Donc c'est évidemment une question qui n'a pas beaucoup de sens, puisque ça dépend ce qu'on fait, pourquoi, avec qui, comment, enfin voilà, il y a pas de réponse à ça, mais c'est pour illustrer le fait que souvent, avec le réemploi, on peut faire mieux pour le même prix. Ça, c'est une porte une porte vitrée en acier, qui fait 3 mètres de haut, qui fait 150 kilos, qui coûte certainement neuve, fournie, posée dans les 3 000 € le mètre carré. Bon, celle-là, on l'a eu gratuitement dans un bâtiment qui allait être démoli à 500 mètres du chantier, que le musée intérieur a été cherché. Ils ont été à 4 personnes pour la. Et ils ont dû renforcer la cloison pour pouvoir la poser. Voilà. Donc, tous ces renforts et tout ça, ça a coûté à peu près 600 euros. Voilà, 600 € de mise en œuvre, ce qui est à peu près le prix d'une porte fournie posée ordinaire. Voilà, mais pour le même prix, on a une très belle porte de 3 mètres de haut, toute vitrée en acier. Donc le réemploi, c'est aussi, bah, quand on parle de terre crue, particulièrement, on parle de la terre crue du terrain et pas de la terre crue qu'on va aller extraire pour construire. Parce que là, on rentre sinon dans une logique qui est un peu la même que de construire en béton, c'est-à-dire de faire des extractions inconsidérées. Là, il s'agit vraiment d'utiliser la terre parce qu'elle a été extraite pour une autre raison. Et là, en l'occurrence, c'est des terres extraites au moment des fondations, donc, et qu'on a utilisé pour faire à la fois les enduits sur les bocs. Enfin, j'ai pas décrit l'ensemble du projet, mais le bâtiment est isolé en bottes de paille, en caisson de bois, remplissage bottes de paille, avec un enduit terre. Et l'enduit de finition a été réalisé avec la terre du terrain, ainsi que le bar du restaurant qui a été fait en pisé avec la terre du terrain, mélangé avec du béton concassé, de façon à charpenter le mélange. Et ça a été fait en chantier participatif, de façon aussi à, on va dire, impliquer les futurs utilisateurs, mais aussi amener des jeunes confrères ou des étudiants à venir faire des chantiers participatifs en région parisienne, puisqu'à l'époque, c'était pas très courant. Voilà, je crois que après, je te Merci. Je prends la ping-pong, donc je prends le revers. Et justement, alors je présentais rapidement, moi, 4 projets, mais plutôt sur les approches. Mais justement, pour faire écho à ce que vient juste de dire Fred, sur la question de mieux au même prix, c'est un projet d'une régie en fait de quartier dans le 13e qui s'est basé sur, comme on le voit en haut à gauche, l'existant avait en fait des façades en fait avec des grandes baies vitrées et comme c'était bien sûr pas RT, on les a remplacées. Par contre, on les a récupérées pour les mettre en intérieur et ce qui a permis de faire ces grandes ouvertures justement vitrées en intérieur qui auraient coûté certainement beaucoup plus cher et qui a permis en fait d'avoir un projet hyper quali au niveau de la lumière grâce en fait à cette utilisation-là. Donc voilà, on revoit aussi à l'intérieur sur une distribution en rez-de-chaussée. Donc c'est ce principe de mieux au même prix. Sinon, ça aurait été de la cloison au même prix. Voilà. Et donc pour la question du prototype, pareil, en appel d'offres, on a fait un petit proto qui est à droite qu'on avait fait faire sur Restore avec un Photoshop à gauche pour dire à l'entreprise, attention, vous allez avoir un projet en réemploi à faire sur le bardage. Bon, alors, nous, on avait récupéré des tasseaux de cave et eux ont magnifié ça avec un parquet en chaîne
justement, qui a fait un vrai emploi entièrement. Donc, pour aller vite, certains connaissent déjà ce projet, mais c'est juste pour rappeler un autre principe, c'est la question en fait de la maquette numérique. Donc c'est le projet qui était sur l'ombrière des canaux, qui donc maintenant commence à être un peu daté parce que c'est 2018, mais c'était l'ambition était à ce moment-là de faire un projet manifeste de, comme c'était éphémère, j'ai présenté d'ailleurs 3 projets éphémères là, sur la question de l'après en fait. C'est-à-dire que quand on fait le projet, on se dit bon bah c'est bien le projet, mais comme c'est éphémère, après c'est où est-ce qu'on jette tout ça. Et donc en fait nous, à ce moment, on avait fait le projet du collectif Restore avec un stock de bois qu'on a mis en fait en scène, en rack, en ombrière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait donc cette partie qui est à gauche, qui est justement 2 éléments en fait qu'on a appelés les peignes, qui en fait permettaient en fait de placer tous les morceaux de bois sur cette forme réglée et qui ont suivi les cours de Nicolas Leduc, qui savent qu'une forme réglée, c'est une surface gauche à double courbure. Et donc, justement, qui avait des angles différents, tous différents, afin de pouvoir suivre la courbe du soleil tout en laissant une grande transparence. Et l'autre chose, c'était qu'on n'avait pas assez de bois dans le stock. Donc, on a récupéré un stock de bois 4 jours avant l'ouverture. On a forcément d'écouter pendant 4 jours et qu'on a intégré dans notre modèle paramétrique de telle façon à ce qu'on puisse découper à côté dans le Fab Lab tous les peignes qui ont permis en fait après d'accueillir, comme vous voyez en gauche, les 400 pièces de bois qui étaient en haut, etc. Et qu'on a assemblé jusqu'à 5 minutes avant l'ouverture. Donc c'était 8 tonnes de bois. Après, on a tout récupéré, on l'a remis dans notre stock et puis ça a alimenté pas mal de projets du collectif. Deuxième principe, c'était la question, donc ça c'était une ressourcerie dans le 14e. C'était comment en fait, là on venait dans un musée qui n'avait pas du tout la destination d'être une ressourcerie pour justement faire du réemploi du musée en lui et aussi penser à la troisième vie en fait des éléments parce que c'était une ressourcerie éphémère pour l'armée du non, la Fondation Armée du Sel, c'est ça. Et donc l'idée, c'était à gauche, on voyait l'existant. On voit justement la partie avec les vitrines, avec justement le faux plafond et les cimaises avec du rétroéclairage, pas du éclairage par le bas plutôt. Tous ces éclairages ont été récupérés, ont été mis justement en haut. Tous les faux plafonds sont servis en fait de table de tri. Et tous les séparatifs ont été pensés pour être démontables. Donc, vous voyez à gauche, c'est les portes. Ensuite, c'est devenu des cloisons. Et tout ça, en fait, à la fin, deviendrait en fait le mobilier pour la future utilisation. Et donc, quand on voit ici, en fait, ce qu'on voit là, c'est des étagères, en fait, c'est des bancs mis les uns sur les autres. Et les séparatifs qu'on voit derrière, en fait, ce sont des tables qui, avec leurs pieds, et qui sont donc prêts en fait à être démontés. Donc, ils ne sont pas du tout, ils sont pas fixés par vis, ils sont fixés par clampage, de telle façon à ce qu'ils soient démontés et puis à être utilisés en table. Et donc, ça, c'est le premier exemple justement de penser pas qu'à la seconde vie, mais penser à la troisième vie en fait des matériaux. Et puis aussi, le principal réemploi, c'était justement, je reviens un petit peu en arrière, c'était comment le musée qui est à gauche devient en fait justement une ressourcerie avec un espace public, un espace de travail. Et ça, c'est donc comment en fait on pense en amont la conception pour pouvoir en fait faire du réemploi sans avoir à tout démonter. La première chose qu'on fait en général, les gens disent on démonte tout et après on fait pour correspondre en fait aux besoins. Donc j'avance. Quatrième projet, je vais vite, hein. C'était sur un projet justement, on parlait de Reflow, c'est dans ce cadre-là, un partenariat avec Maison et Objets. Donc donc vous savez que Maison et Objets, c'est tous les 6 mois. Et ils jettent 14 tonnes de bois, souvent en fait du contreplaqué en fumée. Parce qu'en fait, ils font leur simèse et après, ils ne savent pas quoi en faire, donc ils jettent. On a récupéré 3 tonnes 5 de bois ce jour-là, ça c'était en septembre. Et l'idée, c'est de dire comment on fait une scénographie en réemploi pour une exposition d'objets en réemploi. Et ensuite, ces modules-là deviennent des éléments qui vont être du mobilier. Et en fait, on reconnaît en fait là les faces vertes et les faces blanches. J'ai décidé de tourner à 90 degrés les éléments pour avoir en fait d'un coup un canapé au lieu d'avoir une table d'exposition. L'avantage, c'est qu'on a fait financer le projet 2 fois.
une fois par maison objet et une fois par l'utilisateur final. Comme ça, on avait plus d'argent pour pouvoir faire du réemploi. Donc, on a fait bien mieux avec un peu plus d'argent. Donc voilà, donc là-dessus, ça c'était la configuration justement en mode exposition. Et puis après, la configuration pour un coworking qui s'appelle le Fab City Hub, qui est à Rue Mouzaya. Et donc voilà, je le dis, hein, mais l'idée c'était justement d'avoir un système de papillons qui permet d'assembler, de pouvoir faire justement les différents éléments. Donc ça c'était l'exposition pendant Maison Objet. Et après, on revoit une configuration justement en mode coworking avec des étagères, etc., avec le même système, mais juste configuré différemment. La même chose, la question de comment en fait on fait euh, de repenser la troisième vie en fait des éléments. Ouais, c'est pour ça. Ouais, donc maintenant, c'est le hangar zéro. Mine a très bien introduit le sujet du réusage. En fait, c'est de changer l'usage. Enfin, le réemploi, on m'a bien sûr donné une deuxième vie, mais d'après la définition, c'est dans le même usage. Donc, si on change l'usage, ça donne en fait la possibilité d'avoir une démarche un petit peu plus créative. On s'amuse un peu plus, comme voilà, les bancs transformés en étagères ou vice-versa. Euh, et aussi en fait, de donner plus d'horizons, plus de débouchés en fait, à tous les matériaux. Donc ça, c'est pas forcément évident. Ça incite, en tout cas, à l'expérimentation et au prototypage. Donc le hangar zéro, c'est vraiment un lieu d'expérimentation. Ça fait depuis 7 ans. Hein, c'est suite à. Là, c'est vraiment en fait le collectif des objecteurs de croissance qui est à l'origine de ce projet-là. Donc, enfin, j'en suis un des membres. On avait répondu à un appel à projet, réinventer la scène, suite à Alternativa Le Havre, qui avait été un mouvement au moment de la COP 21, un mouvement citoyen pour montrer qu'on n'attendait rien d'en haut et que c'est les citoyens eux-mêmes qui commençaient la transition et qu'il fallait se saisir en fait de cette transition pour en faire on va dire un processus plus rapide. Donc voilà le hangar haut qui est un ancien dock à café qu'on a rebaptisé le hangar zéro après avoir été lauréat pour en faire un lieu hybride, enfin ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire un endroit, si tu peux passer, un endroit où on va dire les déchets des uns sont les ressources des autres, puisqu'il y a une pépinière de l'économie circulaire, il y a un restaurant, une boutique, des espaces de coworking, enfin tout ce qu'on trouve généralement dans les grands tiers-lieux, réalisé avec des matériaux locaux. Bon, bah, le port du Havre, bien sûr, le conteneur s'imposait, le conteneur maritime réformé, dernier voyage, qu'on n'a pas payé très cher. Donc ça, c'est le projet qui avait été rendu au moment du cours. On peut passer pour voir maintenant où on en est. Donc ça fait 7 ans qu'on travaille dedans. Pendant 2, 3 ans, ça a été réalisé par des entreprises, tout ce qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes. Et depuis 4 ans, c'est un chantier permanent d'autoconstruction participative. Toujours une vingtaine de personnes qui travaillent en permanence. Donc on livre les espaces petit à petit. Là, c'est le restaurant qui a été livré il y a 2 ans maintenant. Où quasiment tout, je vais pas, ça serait un peu long de vous décrire le truc, mais quasiment tout est en réemploi, y compris le sol qui était de l'enrobé qu'on a poncé et vitrifié. Euh, le bar qui est également en pisé, le dessus du bar qui sont des poutres en lamellé-collé, les poutinelles web que vous pouvez voir au niveau du plancher haut, des luminaires du grand stade de football du Havre qui ont été réutilisés, bien sûr, après un relamping, les chutes de bois qui ont été utilisées pour faire du arrière-bar en espèce de marqueterie de bois, de chute de bois. Puis le bar en pisé, où on a tenté de piser avec des tôles de conteneurs de façon à faire le mariage entre les conteneurs et la terre crue qui sont très utilisés au sein du hangar. On peut passer. Donc, bon, voilà des débuts du hangar en cours de travaux et la boutique à droite qui elle est livrée depuis 2 ans. Vous voyez les enduits terre sur les murs qui viennent protéger en fait l'isolant qui est en liège, dont une partie du liège recyclé, du bouchon de bouteille de vin. Et là, on a justement un marchand de vin qui est installé.
Et en fait, la terre crue sert à mettre le liège à l'abri du feu. Enfin, ça a une fonction d'écran thermique, comme pour la paille, en fait. Donc voilà, le type d'expérimentation qu'on fait, on essaye de donner une deuxième vie à des matériaux qui sont plutôt assez méprisés, comme les dalles de faux plafond. Vous voyez, les dalles de faux plafond comme ça, il y en a des millions de kilomètres carrés qu'on déteste mettre, et au moment où on cure le bâtiment, généralement, ça part en enfouissement parce que c'est très peu recyclé. Parce que d'abord, ça coûte rien, donc c'est beaucoup moins cher de les faire refaire en neuf. Et les recycler coûte plus cher que faire du neuf. Donc finalement, c'est comme un déchet ultime que nous, on utilise en fait pour ses capacités. C'est de la laine de roche comprimée, donc on les utilise en isolant thermique. On les empile dans des cloisons en bois, des parois en bois, on essaye le plus possible en bois de réemploi, rempli donc de dalles de faux plafond. Et la diapo suivante, elles sont ensuite revêtues de toiles de café, de sacs de café, hein, qui étaient dans le hangar à café qu'on a trouvé sur place, trempés dans la terre et qui viennent coller pour, euh, pour homogénéiser le support. C'est ce qu'on appelle de la trame, faire de la trame. Pour ceux qui connaissent les techniques d'enduit des bottes de paille, on utilise de la trame, soit de la toile de jute, soit de la toile de verre, de fil de verre. Donc en fait, c'est la même technique qui permet d'homogénéiser un support et de pouvoir l'enduire ensuite à la terre crue. Ces dalles de faux plafond, on les utilise également pour faire des planchers, des résilients de planchers flottants, hein, plutôt que d'utiliser du Faltex ou les espèces de fibres de bois compressées. Là, on utilise ces dalles de faux plafond également comme sous-couche de plancher. Voilà, donc la serre qui est réalisée avec les fenêtres de l'école d'architecture de Rouen. Et puis, je redonne la parole. Ouais. Donc, dans la question de l'expérimentation où le lieu est important, en fait, on a un lieu qui a été éphémère, qui a duré 3 4 ans, et donc le stockage là de Restore, justement, dont on parlait. Euh, et, euh, et dans la question de l'expérimentation, tout à l'heure, je parlais donc de la maquette numérique, du BIM, etc. Et la question justement du BIM inversé, comment on fait, comment on conçoit de façon inversée. On l'a vu avec un peu le projet sur mes objets, mais c'est donc constituer une base de données et justement comment cette base de données, on arrive à l'alimenter pour pouvoir qu'elle soit robuste, etc., etc. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on a essayé de mettre en place à Restore, mais qui demande énormément d'énergie et qui est en fait un besoin aujourd'hui pour la question de la construction. En fait, le problème aujourd'hui, c'est justement comment on fait pour construire un réemploi si on ne sait pas ce qu'on a. C'est cette question-là qui est une des questions un peu euh, fondamentales que beaucoup de gens essaient de répondre. Et puis après, il y a des initiatives privées qui ont des stocks, mais qui ne partagent pas leurs stocks. Enfin, ce genre de choses-là, etc. Donc, faut réussir, en tout cas, globalement, en tout cas, à trouver une façon de pouvoir faire un partage de ces connaissances. Donc, nous, on avait fait ça, identifié tous les éléments, on a pris 3 semaines pour ce genre de choses-là. Et donc, tout était traçable, en fait. Et en fait, l'idée, c'est comment on crée une communauté qui appartient, en fait, ça, c'est un peu l'idée pieuse qu'on avait dans ce collectif, c'est comment on faisait une machine qui permettait justement de tout scanner, de pouvoir tout répertorier, et pour justement, à partir des constructions, faire une communauté de designers, architectes et autres pour reconstruire avec ces matériaux. Donc, on avait fait la dimensionneuse, on avait une subvention, ça a été donc européen, etc. Et ça permettait en fait de pouvoir dimensionner un objet en 3 dimensions, en traçant, parce que le bois, c'est 90%, 95% même des parapluies. Et donc, c'était ça, en fait, qu'on a essayé de mettre en place. Mais bon, ça, c'est là, c'est quelque part dans le GitHub, et le stock est démonté, donc on a une base de données qui est maintenant caduque. Et donc, tout ça pour dire que ça se rend quand même dans cette
dans cette vision de la Fab City, la question de comment aussi on met en partage des données, des stratégies avec d'autres villes. Comme on l'a dit, on était initiateur de la Fab City en Paris, pour justement créer plus de circularité et moins de linéarité. Et donc, comment, avec d'autres villes comme Barcelone, euh, Boston, etc., on essaie de mettre ce genre de choses en commun. Voilà. Pour finir, c'est bon, donc là, après la ferme des possibles et puis le hangar zéro, qui sont des chantiers livrés ou en cours de livraison, ou on va dire des chantiers presque éternels, hein, puisque le hangar zéro, c'est un lieu infini, comme on appelle ça. Là, c'est un chantier en cours, c'est la Maison de l'Environnement à Épinay-sur-Seine. C'est un bâtiment zéro béton, voilà, avec des fondations sur pieux vissés, beaucoup de matériaux de réemploi et de matériaux terre crue, pavaillon de châtaignier et paille et de bois local. Voilà. Puis c'est un bâtiment bon, très bioclimatique avec ventilation naturelle à récupération de chaleur. Euh, Ce que je voudrais dire, c'est bon, ça c'est un bâtiment public, hein, c'est la mairie d'Épinay. C'est pas toujours simple en réemploi, mais l'idée c'est de pas faire de l'eau zéro. Enfin, c'est d'essayer, si vous avez suivi donc les, euh, cette conférence qu'on a eu avant, ou de savoir ce que c'est que le lot zéro, enfin le fait de faciliter en fait l'accès à la ressource de réemploi. Nous, on essaye de travailler le plus possible avec les entreprises, même si c'est des entreprises qui n'ont pas l'habitude de réemploi, mais c'est de les amener à sourcer elles-mêmes en fait. Donc c'est ce qu'on applique sur ce chantier-là, mais également d'avoir un bâtiment à proximité, une ancienne halle, la halle au Zinc, qui est à 200 mètres du bâtiment dans lequel on peut stocker avant le chantier, ce qui facilite en fait toutes les opérations de collecte la façon de sécuriser les ressources. Quand je disais qu'on essaie de travailler le plus possible avec les entreprises, ça fait quand même 6 mois avant d'avoir désigné les entreprises qu'on a commencé à collecter des matériaux et pas du tout avec des plateformes de matériaux de réemploi. On essaye le plus possible de plutôt travailler en direct avec des, avec des opérateurs d'entreprises de curage sélectif. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours. On en est juste aux fondations. C'était juste pour illustrer, montrer ce que c'était que des pieux vissés. Ça permet d'être totalement réversible. À la fin de vie du bâtiment, on peut complètement le démonter et même retirer les fondations en dévissant les pieux. Et ils peuvent resservir éventuellement une deuxième fois. Et pour finir, c'est juste une opération au Havre. On va essayer d'aller le plus loin possible dans le réemploi, puisqu'on sera à 95%. Bon, c'est facile, en fait, un bâtiment démontable, un bâtiment de 1200 mètres carrés en bâtiment en modulaire, hein, c'est ce qui sert généralement à faire les installations de chantier, et qui va être utilisé, qui a été découpé en 4 kits de façon à, à réaliser 4 recycleries sur 4 sites de centres de tri. Et ces recycleries sont réalisées avec toutes les ressources de l'intérieur de ce bâtiment, voilà, dans lequel on a amené d'autres ressources comme des grilles, en haut à droite, on voit des palettes en bois brûlé avec des tambours de machines à laver, ou voilà, des grilles d'une école qui ont été déposées pour faire des gabions qui seront remplis de déchets minéraux trouvés sur les recycleries elles-mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de construire un vrai, du coup, avec vraiment ce qu'on a sous la main. Alors oui, rapidement, et je vais essayer d'être très court parce on a déjà dépassé le temps. Je vais parler juste d'un dernier projet qui est un projet de rénovation mixte qui fait atelier, bureau, logement, sur lequel on a fait de l'ITE paille. Alors on parlait de biosourcé et justement comment on fait du biosourcé aussi sur la rénovation. Parce qu'en fait, il y a le neuf, mais il y a aussi la rénovation, hein, comme vous savez, on va essayer de tout démolir. En fait, sur l'ITE Paille, il y a tout un enjeu sur la question du logement on a dû faire en fait une appréciation de laboratoire, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails,
Mais l'élément principal, et c'est ce qui est important, c'était que comme en fait, il n'y a pas d'avis technique, c'est sur la règle professionnelle, il y avait besoin de faire former tout le monde, y compris nous, mais aussi l'entreprise. Et ça a été ça a été un challenge, c'était de dire, bon, ben, on va organiser, comme on n'arrivait pas à coordonner tout le monde, on a dit, on a fait venir la formation sur site. Donc là, en fait, on était sur une formation avec l'entreprise et nous, et d'autres architectes d'ailleurs, pour faire justement, et sur le projet de rénovation, dans lequel aussi on a stocké des choses. Euh, bon, voilà, donc je te donne quelques détails, mais on a fait de la paille. Je ne peux pas rentrer dans les détails de pourquoi. Et après, il y avait quand même une dimension de réemploi où on a récupéré des bardages à Saint-Ouen pour les mettre en clin. On a récupéré des feuilles de décor cinéma qu'on a mis en fait en contre-cloison. On a découpé des morceaux, des ouvertures de béton qu'on a transformées en bancs et pour retenir du talus. Il y a les bois de branchage à droite. Et puis voilà. Et de faire vite parce qu'il y a plein d'autres trucs. Symboliquement, c'était juste pour. On s'est retrouvé mine sur un concours sur la surélation du phare. Donc ça, c'était la proposition de mine. Et puis ensuite, celle d'Archipel Zéro. Et puis c'est nous qui avons été lauréats. Voilà. Là, c'était juste pour aussi illustrer. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, on, on a décidé de travailler ensemble. Là, juste pour illustrer un autre réusage en fait d'une ressource, un peu comme les lames de faux plafond. C'est les dalles de faux plafond. Et les volets roulants en aluminium qui sont injectés de mousse polyuréthane. C'est un truc qui est pas du tout recyclable. Enfin, ça serait, mais ça coûte trop cher. Donc en fait, c'est pareil, c'est des lames d'alu laquées, enfin, vraiment quelque chose de luxe, quoi. Qui va finir enterré ou éventuellement brûlé. Je sais pas comment ils font pour brûler ça. Enfin bref, de toute façon, c'est ni recyclable ni réemployable. Donc là, c'est une expérimentation pour en faire du bardage tressé, en fait, du tressage de lames d'aluminium. Du coup, bah, quelque chose de très pérenne, qui peut durer très longtemps, voilà, qui est laqué, qui ne change pas avec le temps et qui est souple et solide. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait faire justement en façade du phare, la surélévation du phare. Allez, on va dire quand même un petit mot sur notre projet en commun quand même. Il y a en fait une petite, une boucle avec Paris-Malaquais. C'est un projet en fait à Stein sur lequel Frédéric était engagé avec Nova Idea pour faire la ferme des possibles 2. Donc c'est pour l'instant. Et donc c'est une ferme urbaine. Et en fait, on utilise une ressource en fait qui part d'ici, de Paris-Marrakech. C'était justement les bâtiments de Lenoir, justement dans un projet. Alors, l'histoire, c'est que quand il y a eu la déconstruction, on s'est mis en groupement avec Bellastock, WAO et AS Evolution pour faire de la déconstruction, reconstruction sur un autre site. Et en fait, ça est tombé après plusieurs tentatives à d'autres endroits sur justement le site de Stein avec Nova Lega et Frédéric Denis. Et donc, c'est comme ça qu'avec Fred, on travaille sur ce projet qui est donc une ferme urbaine avec justement les éléments de Le Noir comme base et dont l'ambition est d'être à 80% de l'enfant, on va dire. Et beaucoup de biosourcés. Voilà. Donc, c'était un peu le mot de la fin pour les présentations des démarches et des approches en fait qu'on a sur l'emploi et comment justement on va chercher à changer les pratiques. Justement, en allant chercher et les maîtrises d'ouvrage et les entreprises et les bureaux de contrôle pour faire accepter en fait ces changements-là qui sont hors normes. Merci, un grand merci. On va pouvoir s'installer pour la table ronde du coup. Merci vraiment pour votre présentation qui était extrêmement intéressante. Alors, pour vous poser la première question de ce soir, j'aimerais qu'on revienne un peu à la genèse. Finalement, quand on arrive sur un site, il y avait une métaphore proposée par Frédéric que j'avais trouvé très intéressante de dire finalement, est-ce que l'architecte fait son marché quand on est local? Est-ce que c'est un marché local et bio que se retrouve à faire l'architecte? Est-ce que c'est ça une vision de l'architecte de demain? Donc, ma question est de savoir, vous, en tant qu'architecte, dans votre pratique, lorsque vous arrivez sur un site, comment ça se passe? C'est quoi être architecte du réemploi, que ce soit ex situ ou in situ? Voilà, comment on arrive sur un site?
J'ai eu le micro, je pensais que je commençais. Bah, oui, c'est effectivement, tu as parlé un peu comme le cuistot qui fait son marché, qui fait ses courses lui-même. Bah, c'est de détecter en fait tout ce qui va pouvoir être réemployé sur un site. Bon, s'il s'agit d'un bâtiment qui doit être déconstruit pour être reconstruit, bah, c'est effectivement de participer en fait au diagnostic PMD ou enfin un diagnostic ressources qui se fait avant. Euh, Notamment au Havre, on a créé une plateforme de matériaux de réemploi qui s'appelle Permac, plateforme d'échange et d'un emploi de matériaux de construction, qui fait justement du diagnostic ressources. Je m'étais en fait euh, aperçu que c'était un outil qu'il fallait avoir finalement en tant qu'architecte. Non pas s'en occuper, mais que ça existe en fait localement. Ça n'existait pas au Havre, donc on a créé cette plateforme de matériaux de réemploi dont le hangar zéro est un peu le projet pilote, mais qui me permet justement d'avoir toujours une équipe qui soit disponible pour diagnostiquer les bâtiments sur lesquels je suis amené à intervenir pour faire du réemploi in situ, parce que c'est quand même le meilleur des réemplois, de façon à ne pas être obligé de chercher des matériaux. Et puis sinon, bah, c'est de diagnostiquer le territoire dans son ensemble, enfin, pour connaître quel type de ressources récurrentes sont disponibles. Bon, l'exemple des conteneurs, bon, ça c'est évident, wow, mais voilà, il peut y avoir d'autres endroits comme ça, des industries, des, euh, des spécialités locales en fait qui génèrent en fait leurs propres des déchets qui sont un peu, enfin qu'on retrouve pas forcément ailleurs. On sait bien connaître ça, bien connaître aussi l'architecture vernaculaire pour s'en inspirer en fait. Comment est-ce qu'on a construit avec les ressources locales et voilà pour rester en fait, on va dire dans l'idée de matériaux de proximité et de mêler en fait les matériaux de réemploi aux matériaux du pays, quoi. Ouais, donc en fait, je pense qu'il faut aussi être un peu machiavélique. Il faut être un peu en anticipation sur aussi des intuitions qu'on peut avoir sur les matériaux qu'on peut réemployer dès le départ. Ça veut dire, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est c'est pas où on arrive. On a une intuition qu'on va essayer de faire, par exemple les lames de volets roulants, ce genre de choses, etc. Et de voir où est-ce qu'on pourra trouver le projet qui soit justement dans la sensibilité de ces produits-là. Parce qu'en fait, on a, je pense qu'avec Fred, quand on voit quelque chose, on se pose la question comment on peut le réemployer, comment on peut le réinterpréter, et tout ça, etc. Et quand on voit comment dire, quand on voit le projet et qu'on voit qu'on peut avoir l'opportunité de placer notre produit, par exemple les feuilles de décor cinéma, je suis arrivé avec cette idée sur le projet avant même que le projet n'existe. Et quand ils m'ont dit ah oui, comment tu veux faire les trucs, je fais ah bah tiens, on a trouvé un gisement de feuilles de décor de cinéma. À ce moment, on n'avait pas, et puis après on allait chercher, on a un peu voilà, on a changé les choses un peu pour faire passer ces choses-là. Mais il faut en fait effectivement aller traîner dans les recycleries, les ressourceries pour s'inspirer de ces choses-là de toute façon. Et finalement, c'est un peu comme aller à Architect at Work, sauf qu'il faut aller à la réserve des arts, ressourcerie du cinéma, des trucs comme ça, etc. C'est juste que on va s'inspirer de ces éléments-là. Après, l'autre chose, et la vraie, c'est aussi de quoi, pour pouvoir faire du réemploi, il faut avoir bien constituer son équipe en amont. Je parle du bureau de contrôle en premier, qui est quand même celui qui est à la fin. Parce que si en fait on attend de faire le projet et d'aller chercher le bureau de contrôle, ça marche pas bien. Il vaut mieux avoir son bureau de contrôle avant, parce que c'est lui qui va nous permettre d'être assuré. Donc en fait, c'est ça Et en fait, il y a tout plein de façons d'être assuré du moment que lui tamponne. Donc c'est ça le truc. Donc il y a ça, et puis après le maître d'ouvrage, parce que lui, c'est un problème de temps et d'argent en général. En général, il dit bah, je suis pressé et je veux que ça coûte pas cher. Et qu'en fait, bah, le réemploi, ça prend du temps de sourcer. Ça veut pas dire que ça coûte plus cher. Mais en tout cas, ça prend du temps pour être sourcé. Donc, si le maître d'ouvrage, en fait, il dit non, mais je veux que le bois arrive en 2 jours, et ben, il n'y a pas le choix qu'il soit neuf, en fait, ce genre de choses. Et donc, il faut avoir des coûts d'avance aussi, c'est-à-dire avoir des stockages éventuellement, ou pendant justement la période des études,
sur de la réno, par exemple, de faire stocker des choses sur le site. Donc ça, pareil, il y avait un maître d'ouvrage, juste déstocker des lavabos, des trucs comme ça, sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis à un moment, je disais, bah, on a un gisement sur site, quoi. Et voilà, il faut donc être un peu dans ce truc-là, un peu jouer avec les frontières. Donc, Mine, tu viens de parler de, de- du rapport du bureau de contrôle, du rapport à la norme. Donc, je prends les questions dans le désordre parce que finalement, j'essaie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Voilà. Et donc, ton rôle, enfin, votre rôle à vous, puis d'abord Mine et puis après Frédéric, votre rôle à vous, vous en avez déjà parlé, mais dans la question justement dans toute l'itération du projet, comment vous considérez votre rôle d'architecte dans ce rapport à la norme, d'aller plus loin que la norme, de challenger les critères d'assurabilité. Voilà. Comment est-ce que vous avez des exemples très concrets, dont on a déjà donné quelques-uns, mais voilà, comment tu perçois un peu ton rôle? Et puis après, Frédéric, la même question. Voilà, qu'est-ce que vous, en tant qu'architecte, en tant que concepteur, vous arrivez à jouer avec ça pour finalement aller plus loin que la norme? En fait, on se retrouve souvent dans les cas où, vous savez, quoi, il y a les RICT, pour ceux qui connaissent, rapports initiaux de contrôleurs techniques. Ça arrive. Et en fait, on a un peu, quand on a émis plein de choses dans notre projet, ça arrive avec justement toujours les avis quoi, qui sont suspendus ou défavorables pour des éléments qu'on a suggérés en réemploi. Alors, dans notre CCTP, dans le cadre des clauses des travaux particuliers, on met souvent une option en réemploi ou des choses comme ça, etc. Enfin, on met toujours une alternative pour permettre de dire, bon, bah, il y a du neuf, mais il y a aussi du réemploi. En disant à l'entreprise que de toute façon, on les choisira sur le réemploi. Donc, eux, ils vont essayer de trouver ça. Et en fait, ils disent, ben, par exemple, d'où vient telle chose, etc. Et en fait, il y a sur chaque élément qu'on aura défini en emploi, il y aura un moment, il va définir une exigence, une certification ou une preuve, en fait, comme quoi on correspond, en fait, aux attentes réglementaires incendie. Et c'est là où c'est toujours très compliqué, c'est qu'il y a parfois des choses qui vont être de l'ordre comment dire, du bon sens. Par exemple, tout ce qui est dalle de faux plafond en laine de roche, ils comprennent que en fait, ça va être que c'est pas inflammable, mais il faut quand même le prouver parfois. Alors que ça l'est. Mais là-dessus, il y a des discussions. Et puis après, sur le bois, par exemple, en disant ah oui, mais c'est quelle classe, quel truc, etc. Et là, soit l'entreprise s'engage sur une essence, soit après, ben, on dit on va appliquer tel ou tel produit. Alors du coup, c'est pas terrible parce que c'est parfois des produits chimiques, mais pour justement arriver à la classe souhaitée. Et en fait, c'est un peu ce dialogue. C'est pour ça que je disais que le contrôleur technique, le plus tôt il est dans la balance, le plus tôt, en fait, on est en capacité de dialoguer sur ses recommandations, ou en tout cas, ou là, pas recommandations, son avis, qui est justement parfois bloquant, pour en fait les débloquer. Euh, ça. Bah, la norme, je voulais rappeler d'abord que c'est pas, ça n'a pas de caractère obligatoire. La norme, c'est juste pour faciliter l'assurabilité d'un ouvrage, d'un composant, mais c'est pas une obligation. La réglementation, on est obligé de la suivre, mais la norme, on n'est pas obligé. Ceci dit, il faut très bien connaître les normes pour pouvoir justement les dépasser ou offrir, en fait, apporter au bureau de contrôle des justifications qui permettront justement qu'ils puissent approuver, on va dire, un dispositif ou un ouvrage. Et pour ça, bon, bien sûr, il faut bien choisir son bureau de contrôle, il faut l'auditer bien en amont, en déjà lui expliquant un petit peu ce qui va être fait. Il ne faut pas le choisir trop tôt, forcément. Il faut peut-être attendre la phase avant-projet pour commencer pour auditer des bureaux de contrôle, les mettre un petit peu en concurrence et puis choisir ceux qui seront les plus aidants pour parvenir à nos fins, qui seront de ne pas faire d'ATEX ou de ne pas faire d'avis, enfin, voilà, des avis techniques expérimentaux qui sont des choses bien trop complexes, bien trop coûteuses et bien trop, on va dire, longues. C'est uniquement de travailler avec des appréciations de laboratoire en ayant étudié en fait les ouvrages qui pourraient poser problème avec le bureau de contrôle pour se référer à des normes et pour justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut
choisir un cadre référentiel pour pouvoir faire accepter, on va dire, un ouvrage un peu expérimental. Voilà. Donc bien connaître les normes. Enfin, d'abord, c'est pas obligatoire. Deuxièmement, bien choisir son bureau de contrôle et bien connaître les normes pour pouvoir justement plutôt les utiliser que les subir. Ah bah, sur le hangar zéro, on a choisi un bureau de contrôle qui était le même que sur la ferme des possibles. Alors, c'est pas la marque du bureau de contrôle, c'était Socotec, c'était plutôt le contrôleur technique, Thomas Perron, qui était un ancien client, devenu bureau de contrôle, enfin, au début bureau de contrôle, ensuite directeur technique d'hôpital, pour qui j'avais construit en terre crue à l'époque. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui vraiment s'intéressait beaucoup aux techniques émergentes et qui poussait, qui aidait, quoi. Donc voilà la raison pour laquelle on l'a pris. Mais par contre, il a toujours joué le jeu, c'est-à-dire il n'était pas question qu'il laisse passer quelque chose qui soit pas, on va dire, acceptable. Hein. Donc, mais en tout cas aidant. Et, capable d'apporter des solutions plutôt que d'attendre qu'on les trouve tout seul, parce que parfois c'est un peu un jeu, un jeu d'énigmes. Retourner les bonnes cartes pour un jeu de mémoire. Et donc pour continuer sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous offre vous dans votre pratique le réemploi en termes d'expérimentation technique et notamment voilà quel est votre rapport au détail, quel est votre rapport à la constructibilité? Je vais couper la question en deux. Je vais poser d'abord celle-là. Ouais. Quel est votre rapport justement à l'acte de construire, à l'acte de bâtir, et qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce en termes de, je t'avais écouté une fois en conférence, tu parlais de l'aspect jubilatoire de justement de cette créativité liée au détournement. Donc voilà. D'abord Frédéric, après Mine. Alors oui, je revendique ce terme jubilatoire. Non, mais c'est vrai que c'est un grand c'est un grand plaisir en fait de retrouver finalement la fonction de l'architecte comme il était il y a 10 000 ans peut-être. Enfin, il n'y avait pas d'architecte, mais voilà. Mais c'est assembler, enfin, c'est des techniques d'assemblage, assembler des matériaux qui sont pas prévus normalement pour être assemblés entre eux. Donc là, je parle plutôt dans réusage, c'est-à-dire assembler des composants qui sont pas switchables. Enfin voilà, c'est pas des composants compatibles, c'est pas des composants industriels. Donc le fait de plancher sur ces sujets-là, puis Mine connaît bien ça aussi. Enfin, on l'a vu. Bien sûr, oui, c'est quelque chose d'assez réjouissant. Enfin, de se retrouver dans cette situation d'inventer, quoi, enfin de créer avec des matériaux pour les assembler. Voilà. Enfin, c'est tout. Ça va pas plus loin. Ouais. Non, non, oui, moi je trouve ça jubilatoire, hein, tout simplement, effectivement, de partir de quelque chose et de le transformer vers autre chose et qui devient après un objet désirable. Quoi, le projet de Stein, la ferme des possibles, pour moi déjà, quoi, au niveau de la façade, le fait d'avoir mis, quoi, je la trouve quoi, hyper séduisante sur la façon de l'avoir mise en œuvre, en fait, et comment c'est arrivé là. Il y a d'autres, et puis de partir d'un stock, par exemple, justement sur la Lombrière, qui arrive en fait après sur autre chose. Et puis après, il y a d'autres projets aussi, là, on est en train de, ou encore sur le tressage aussi de rideaux. Je trouve que le produit fini à la fin, se dire qu'à la base c'était un déchet et qui finalement devient ce tressage, ça, je trouve ça assez même bluffant, quoi, au niveau on s'y attend pas en fait de ça. Et il y a d'autres projets qu'on est en train de travailler et qu'on va pas tout dévoiler mais sur lequel en fait on embarque aussi un monde avec nous. Euh, c'est un truc sur lequel on s'est lancé. Bon, je vais spoiler un peu ce qu'on va faire sur la ferme des possibles, mais sur les pales d'éoliennes, en fait, on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas du remploi de pales d'éoliennes? On a dit qu'on... Et ben en fait, ça a embarqué toute l'industrie en fait du producteur à Suez pour savoir ce qu'on allait en faire. Et ils sont prêts à nous donner donc découper plein de pales pour qu'on expérimente. Et en fait, c'est jubilatoire aussi de voir les gens dire, oh, purée, on ne sait pas quoi en faire, on enfuit, on crame le truc, d'en faire justement d'en faire en fait un projet sur lequel on va le mettre en œuvre. On a embarqué notre client aussi avec, donc voilà. Et en fait, on ne sait pas encore où on va, mais ça, faut pas trop le dire trop fort. Mais voilà, et en fait, c'est ça qui est jubilatoire. À la fin, on va voir, et à la fin, peut-être qu'on va trouver ça
moins bien qu'on aurait attendu, mais on va tout faire pour le rendre esthétique pour que ça soit acceptable et désirable. Alors, j'aimerais rebondir sur cet aspect jubilatoire. Et effectivement, ce que je trouve aussi jubilatoire quand on voit votre présentation, c'est le faire, hein, l'action de faire, beaucoup. On vous voit beaucoup dans l'expérimentation, beaucoup dans l'action. On voit énormément de tests, de prototypes dont vous parlez aussi. Est-ce que finalement le réemploi, il change la donne là-dessus? Est-ce que forcément on est obligé de plus prouver des choses plus tôt? Donc voilà, à quel moment est-ce que le détail technique aussi arrive plus tôt? Voilà, est-ce que toutes ces choses arrivent différemment pour vous? Est-ce que vous les explorez différemment grâce au réemploi? Et surtout, bon, ça fait beaucoup de questions en une, mais finalement, je vous laisserai choisir. Mais finalement aussi, par rapport aux autres acteurs, comme vous parlez, comment cette pratique, ces essais viennent permettre les échanges entre les différents acteurs? Voilà, je ne sais pas si tu veux commencer, Frédéric. Bah oui, c'est vrai que cette obligation de prototypage nous oblige, nous, architectes, à mettre les mains à la pâte, enfin de faire par nous-mêmes. Bon, entouré par des équipes, souvent des stagiaires, enfin voilà, on a quand même souvent du monde qui nous aide. Le hangar zéro, pour ça, c'est un lieu d'expérimentation fantastique, parce qu'il y a toujours plein de gens qui viennent pour aider. Et ça, bah, c'est très tôt, en fait. C'est dès les esquisses, dès les esquisses ou l'avant-projet, on commence à, à prototyper. C'est aussi bien nous que les futures entreprises qui après nous rejoignent pour faire, soit on les choisit en amont. Enfin, ce qui est bien aussi, c'est que en fait, ça amène des pratiques qui sont qui sont différentes, comme par exemple le fait de plus mettre les entreprises en concurrence. Parce que dans le cas d'un prototypage, il y a une entreprise qu'on a choisie parce qu'on la connaît, on sait qu'elle est capable de le faire, qu'elle a envie de le faire, qu'elle aime bien nous accompagner dans. Puis finalement, bah, donc elle va prototyper, donc elle va se rendre compte de combien de temps ça met, donc elle va pouvoir faire un devis sur la base de ça. Dans ce cas-là, on fait pas une concurrence. Enfin, ça sert à rien. On va pas après que c'est été prototypé refaire faire par quelqu'un d'autre. Euh, donc ça induit en fait d'autres pratiques qui sont pas celles justement de la concurrence. Et ça aussi, c'est réjouissant parce que ça remet un petit peu en question cette dogme de la concurrence libre et non faussée, enfin qu'on nous met à toutes les sauces et qui finalement parfois est un peu handicapante, longue et pas du tout. Pas du tout efficiente, quoi. Enfin, je veux dire, il vaut mieux coopérer, il vaut mieux s'entraider que se faire concurrence. D'ailleurs, on se fait plus concurrence avec Mine, on travaille ensemble maintenant. Donc il y a ça, et puis donc ça c'est on va dire l'anticipation, et puis il y a la navigation à vue. En fait, sans arrêt, le réemploi, c'est un petit peu euh, concilier l'anticipation, donc le prototypage, anticiper la disponibilité de la ressource, anticiper le fait qu'elle soit plus disponible, qu'on devrait avoir un plan B. Donc essayer de tout anticiper et aussi être prêt à non pas improviser, mais naviguer à vue. L'improvisation, c'est un peu on va dire négatif, mais le fait de naviguer à vue, bah, c'est voir les choses comme elles se présentent, bah, essayer de réagir de façon bah, rapide, voilà, comme s'adapter sans arrêt au changement de conditions. Alors, le prototypage, et ça pour les étudiants qui m'ont eu, ils savent que c'est important, que je, que je trouve que bah, voilà, c'est en fait que ça fait partie du processus en fait. Forcément, en fait, prototyper, si on n'y va pas et de nous-mêmes, parce qu'en fait, sinon on maîtrise pas le rendu, on maîtrise pas ce qu'on veut faire, etc. C'est très important. Et donc, du Fab Lab qu'on a monté, du Fab Lab qui est en train de se monter à l'école, de toutes ces capacités, en fait, à pouvoir le faire, on n'a plus vraiment d'excuses, en fait, de ne pas le faire, en fait. À part peut-être un peu l'espace, et encore, on trouve toujours de l'espace, en fait. Le client qui nous demande de faire du réemploi, de toute façon, il est conscient qu'il va devoir nous laisser un peu jouer sur l'espace. Euh, c'est pour ça nous a autorisé à stocker 50 modules sur son terrain, d'ailleurs depuis des mois. Et en fait, que dès qu'on a un gisement, on fait stocker. Mais en fait, c'est aussi des lieux où on va pouvoir prototyper. Donc, le prototypage, c'est une étape qui permet de résoudre plein de choses. Et comme tout à l'heure, je vous avais montré, en appel d'offres, on a même mis dans la visite de site un prototype pour que l'entreprise sache vraiment de quoi il s'agissait, quel rendu on attendait. Et donc, c'est aussi un moyen et de se faire même presque respecter. L'entreprise a dit, j'ai jamais vu un DCE avec un prototype, en fait, déjà dedans, quoi.
Bah oui. En fait, et donc c'est ça aussi, c'est ce genre de choses. En fait, on a la capacité, et je pense que c'est aussi un peu l'époque où on a ces moyens de production à notre portée, qui sont les Fab Labs et tout ça, etc. Voilà. Ou les tiers comme le Hangar Zéro, d'ailleurs. Euh, alors, pour changer d'échelle, ça va être notre dernière question, je pense, avant de laisser la parole au public. J'aimerais comprendre, vous êtes tous les deux extrêmement actifs dans votre métier en tant qu'architecte, aussi dans la recherche à côté, dans le développement d'outils ou de systèmes. Euh, Finalement, quel rôle vous vous donnez pour aider à accompagner le développement du réemploi finalement à l'échelle territoriale? On voit il y a un maillage qui se fait, on voit qu'il y a besoin de lieux, de stockage, de méthodes. Voilà, quelle place vous voulez jouer et pour vous, de manière plus large, le rôle de l'architecte peut-être à travers votre pratique. Je te laisse commencer, Mine, peut-être, je pourrais vous affronter avec après. Comme vous savez aussi, mon penchant pour la question de l'outil numérique, sur la question aussi de sur une base de données. Pour ma part, je pense, enfin, je suis persuadé donc, du low-tech qu'on fait avec des moyens plus raisonnés, mais aussi le besoin aussi de se baser sur la technologie, notamment sur les questions justement de modèles inversés, afin de pouvoir concevoir à partir donc des gisements qui existent. Et moi, je crois que ce qui est important, c'est le partage des données et donc de les constituer. C'est ce qui est aujourd'hui difficile parce que le modèle économique aujourd'hui des entreprises qui font par exemple du stockage ou des plateformes, c'est d'avoir leur catalogue non accessible. Alors, il est accessible, mais il faut scroller dans leur site internet. Mais la question de l'open source, de la possibilité en fait de partager toutes les données, elle est hyper importante, elle est clé en fait. Idéalement, il faudrait que toutes les ressourceries soient accessibles pour pouvoir en fait nous le mettre dans nos logiciels en fait pour pouvoir concevoir avec. Et on croit en ça. Il y a d'ailleurs Pleine Commune qui lance, alors ça c'est nouveau, Pleine Commune qui lance son outil justement de numérisation des déchets. Donc Pleine Commune est hyper actif là-dessus. Ça, c'est intéressant parce qu'ils vont essayer d'instaurer, alors comme ils sont aménageurs, ils sont, pas aménageurs, ils sont pas aménageurs, ils sont une institution publique qui ont quand même la main sur pas mal de choses, ils veulent mettre ça, en fait, imposer ça aux aménageurs et aux promoteurs sur leur territoire. Et c'est la chose. Voilà, donc c'est un peu l'idée que faut que ça vienne effectivement peut-être du coup de l'institution publique pour réussir en fait à mettre en commun ces choses-là. Parce que si chacun est dans son coin, en fait, tout le monde réinvente la roue et en fait, ça coûte pas du temps, de l'argent et finalement, ça marche pas très bien, quoi. C'est beau de voir ton esprit maker, hacker finalement dans ta démarche architecturale aussi. Alors pour développer le réemploi localement, je crois qu'il faut bon, je ne sais pas si c'est le numérique, mais en tout cas, il faut mettre en réseau. Je crois que le dispositif métabolisme urbain, justement, de Pleine Commune, je pense que c'est la voie, c'est-à-dire de faire un grand diagnostic, un grand inventaire, en fait, de tout ce qui va être disponible sur un territoire donné dans un temps donné, voilà, dans les mois et les années qui viennent, et partager ce grand inventaire en essayant de justement le caractériser par des sachants qui sont capables de donner en fait à chaque objet un débouché, pas forcément dans le même usage, mais dans un autre usage. Essayer d'inspirer en fait, on va dire, les architectes et les maîtres d'ouvrage. Mais je crois que ce qu'il faut avant tout, c'est pas développer, enfin parce que la ressource elle est immense, c'est surtout déboucher, enfin développer le besoin, les exutoires. Donc c'est vraiment inciter les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Bon, c'est pour ça que nous, au Havre, au Hangar Zéro ou Archipel Zéro, on essaye le plus possible de faire des chantiers participatifs et d'intervenir aussi beaucoup dans les écoles ou faire des présentations, etc., pour essayer de donner envie aux confrères
Et puis d'essayer de réunir également des maîtres d'ouvrage. Enfin, Permac sur le Havre a des actions pédagogiques auprès des bailleurs sociaux, des grands maîtres d'ouvrage. C'est ça qu'il faut développer. C'est vraiment l'envie de s'y mettre de façon à pouvoir arriver à un flux tendu, c'est-à-dire arriver dans l'idéal à ce que les objets, les composants soient déposés et reposés presque aussitôt, quoi. Et ça, c'est possible si on a un effet de masse. Alors, j'aime pas parler de la massification à le réemploi, je préfère le terme de démocratisation, c'est-à-dire que toute cette ressource, c'est un bien commun. Il faut surtout pas que ça soit des grandes entreprises qui se les accaparent et que ça reste justement une histoire de réseau ouvert et local. Et essayer de fluidifier en fait ces flux de matériaux qui vont d'un chantier donneur à un chantier preneur. Juste pour, en fait, il y a quand même une chose qui est en train qui est en train d'être créée, qui est le syndicat pour le réemploi dans la construction, le SPREC. Et ça, en fait, c'est quand même une avancée. C'est-à-dire que c'est tous les acteurs qui se sont du réemploi qui se sont réunis, en fait, pour faire justement un syndicat sur la question du réemploi. Alors, il n'y a pas beaucoup d'architectes, mais voilà, on a notre place à jouer là. On en avait parlé lors de la rencontre chez Mineka, d'ailleurs, à Lyon. Mais écoutez, merci beaucoup donc, pour les questions. On va passer maintenant aux questions du public. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas. Oui, bonsoir, Mirko Tardio, je suis architecte et enseignant. Alors déjà, je voulais saluer l'initiative ici à l'école, en fait, c'est la première fois que j'assiste, mais de remettre au centre la construction, au centre de la formation des architectes, futurs architectes, parce qu'en fait, ça les questionne, en fait, ça en réinterroge la manière dans laquelle les architectes devront faire l'architecture à venir avec des matériaux de remploi et du biosourcé. Donc, je veux saluer ça déjà parce que c'est une très bonne initiative. Et j'ai une question, une double question. Vous avez parlé en fait de vos projets et des initiatives de remploi plutôt en flux tendu, en situ. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que vous avez travaillé, c'est comme ça que la plupart du temps, les filières de remploi fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils viennent à trouver des manières de réutiliser des matériaux dans les chantiers directement. On en est où sur leur site? Parce qu'en fait, là, leur site commence à prendre un petit peu le dessus. Et l'industrialisation aussi de la construction commence à devenir un sujet, parfois un peu déviant, parce qu'il y a la construction 3D en module 3D qui aujourd'hui est très vendu par les industriels. Et après, il y a celui qui se bat, on a compris, sur la construction en 2D, c'est-à-dire la préfabrication sur mesure en atelier. Est-ce que cette filière-là vous a intéressé dans leur site, enfin, excusez-moi, dans leur emploi, pour justement venir aussi à aider le stockage préventif, en fait, le stockage préventif de tout le matériau qui peut être utilisé en atelier dans les ateliers des entreprises, donc ceux qui construisent le bâtiment, qui puissent réutiliser ces matériaux au temps venu et non pas forcément dans un chantier préconstruit. Donc, est-ce qu'il y a cela déjà dans votre corps? Et la deuxième question en même temps, ça vous dans un coup, et je ne vais pas prendre tout le temps, la question du bureau contrôle. En fait, le bureau contrôle, c'est que c'est un démon pour tous les architectes et moi, je commence à prendre un peu le devant là-dessus parce qu'en fait, comme vous disiez tout à l'heure, les normes ne sont pas obligatoires, les réglementations le sont, mais les bureaux contrôle sont là et ça, il ne faut pas faire peut-être leur faire trop peur. Moi, ce que j'essaie de faire aussi avec mes étudiants, c'est que les bureaux de contrôle sont là pour faire respecter des réglementations qui existent. Ils ne sont pas pour en venir à dire oui, non, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Donc, à un moment donné, sinon de la construction et donc dans le remploi, donc dans la construction aussi, on arrive à anticiper en formant les architectes aussi aux réglementations. Est-ce qu'on ne pourrait pas détourner justement le veto du bureau de contrôle un peu plus facilement? Merci. Alors, deux questions. Je laisse commencer. Voilà. La question du stockage, c'est ce qu'on avait commencé à initier à Saint-Denis. Et en fait, il y a eu
une étude de l'Institut Paris Région qui a d'ailleurs repéré un nombre de fonciers assez impressionnant pour pouvoir faire du réemploi si nécessaire. Le problème, c'est toujours quel est l'acteur qui va mettre ça en fait en œuvre. Et les ressourceries, en fait, à Paris, quoi, et en région, c'est quand même difficile. Alors, il y a Réavi qui existe, dans lequel on y va, il y a Tricycle, mais après, et- non, Mobius, c'est autre chose. C'est avec avec leur plateforme, mais ça, c'est du flux tendu, justement. Donc, je parle de ceux qui font du stockage. Mais effectivement, de travailler avec des entreprises qui font du hors-site, je suis d'accord, c'est des gens qui ont en fait des entrepôts et qui pourraient effectivement être acteurs de ça. C'est-à-dire, bah alors déjà, ils ont très peu de déchets, eux, donc ça, c'est dur. Mais par contre, de faire venir des choses pour pouvoir faire du réemploi sur leur atelier pour après les monter. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose effectivement à jouer avec eux. Il y a pas mal d'acteurs avec qui ils sont, d'ailleurs, ils sont d'accord, hein. Eux, ce qu'ils font de façon, souvent, ils font leur module. Et après, le parement, si c'est un parement en réemploi, voilà, ça marche très bien. Euh, la question, en fait, sur la formation, euh, par rapport au bureau de contrôle, euh, en fait, le bureau de contrôle, c'est un dialogue parce qu'en fait, il va dire, bah, j'ai un avis sur ça. Mais si on fait ça, peut-être qu'on peut se... Voilà. C'est toujours le rebond. C'est-à-dire, en fait, en gros, lui, il oppose au départ en disant, bon, rappelez-vous, vous êtes dans une troisième famille, catégorie A, non, 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 etc. Vous devez tel matériau, non, non, S3, 2D, voilà. Et après, il dit, bon, ça, voilà, ce qu'il faut que vous respectiez. Maintenant, si vous voulez le respecter, alors d'abord, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, si on n'a pas, hein, après, si soit on a un produit, on dit, on est capable de le justifier, soit on a du bon sens, soit ben, on discute avec lui sur des solutions en disant, ah bah, si vous rajoutez peut-être un élément qui permet en fait entre le réemploi et la paroi, souvent des trucs qui sont, quoi, par exemple, des panneaux qui sont injugés, des sortes de choses, en fait, ça permet de passer. Mais donc c'est vrai que quoi, ce qui est difficile, c'est que je trouve que ce dialogue-là, en fait, il est difficile en fait à appréhender à l'école, en tout cas dans le studio. Ouais, plus peut-être dans un cycle, quoi, dans la question à chameau. Bon, là, ah, mais non, mais ce que je dis juste, c'est que chameau, bon, c'est pas la voiture balai. Je pense que ça place dans la question là-dedans. Mais bon, là, on a deux coordinateurs. Non, bah oui, non, mais enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très bien essayer de très bien connaître les normes. Alors, c'est sans doute pas à l'école, je n'imagine pas qu'on puisse mettre quand même farcir la tête des étudiants en apprenant les normes, mais c'est petit à petit, quoi. Mais ça paraît vraiment important de pouvoir ne pas être, comment dire, ne pas les subir, enfin, de pas que le bureau de contrôle. C'est ça, que ça existe, qu'on sache où les trouver et utiliser le bureau de contrôle comme un partenaire pour essayer de nous aider à trouver justement sur quoi on peut s'appuyer. Je le vois plutôt comme ça. Et sinon sur les lieux de stockage, en fait, c'est une compétence région. Alors peut-être qu'en région parisienne, c'est un peu compliqué, mais je peux témoigner au moins qu'en Normandie, la région et Normandie est à l'origine de regrouper en fait tous les acteurs du réemploi. Bon, on est quelques architectes, il y a aussi des entreprises d'économie sociale et solidaire qui font du curage sélectif, il y a des entreprises, des recycleries, etc. Et c'est dans un truc qu'on appelle le club réemploi, et ils sont prêts en fait à essayer de trouver des sites, plusieurs sites en région pour pouvoir mutualiser des stockages. Et ça, c'est la région qui peut le faire en récupérant des friches commerciales. Petit à petit, on va voir apparaître les friches commerciales, comme aux États-Unis, les endroits où bah, il y avait tout autour des villes des grands, voilà, des grands centres commerciaux qui petit à petit vont péricliter, remplacés voilà, par le commerce en ligne, etc., qui peuvent être justement des endroits où on peut stocker pour justement faciliter ça. Oui, bonjour Isabelle Chénaud, je suis responsable de la formation HMO à l'école, donc c'est pour ça que je me permets de réagir. Je pense que
et d'abord, merci pour vos interventions qui sont vraiment super intéressantes. Et je crois qu'il faut effectivement former les étudiants pendant toutes les études à ces questions-là, parce que c'est une nouvelle manière d'être architecte et de construire, etc. Et que la question de la norme va évidemment s'imposer dans cette question, puisqu'elle est incontournable. Il ne s'agit pas de former les étudiants à la norme, parce que d'abord, elle change tout le temps, elle est évolutive, elle sera périmée au moment où ils sortiront, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, former au raisonnement de la norme, déjà leur apprendre qu'elle n'est pas obligatoire, ça serait déjà fondamental parce que n'importe quel étudiant qui sort et qui arrive en HMO, il pense qu'elle est obligatoire. Donc, former au raisonnement de la norme, ça serait le rôle de l'école, pas de former à toutes les normes, ça n'a aucun intérêt, on va pas en faire des contrôleurs techniques. Bon, donc voilà, moi c'est vraiment former des esprits à la norme et profiter d'enseignements comme tu fais, Mine, pour dire voilà, tiens, il y en a une là, on pourrait peut-être se continuer dessus et voir comment on joue avec la norme et comment on joue avec ça. Et je dirais qu'on peut même aller jusqu'à la règle parce que la, tout, enfin, la règle est obligatoire, on est d'accord, mais par contre, elles sont tellement nombreuses qu'elles sont contradictoires entre elles. Donc, on peut jouer avec. Et ça va jusqu'à la règle obligatoire. Mais pour ça, il faut les connaître. Alors, j'avais quand même juste une question, quand même, j'en profite puisque j'ai le micro. Vous allongez finalement les études d'une certaine manière en allant sourcer, en allant faire des prototypes au sein du DCE, etc. Alors, ma question est très pragmatique, je suis navrée. Est-ce que vous arrivez à le valoriser, je dirais, sur un plan économique, tout ce travail supplémentaire des études qui sont beaucoup plus poussées? Voilà. On commence à le faire. Voilà. En fait, pour s'y mettre au début, on peut pas faire supporter à des maîtres d'ouvrage, enfin, qui acceptent finalement de nous suivre, en plus de payer pour un service enfin, qu'on leur a demandé d'accepter au final. Sur le hangar zéro, moi je suis bénévole, donc là évidemment je compte pas mon temps, mais je m'y retrouve largement en justement cette expérience que j'ai. Enfin, c'est une formation gratuite finalement de la faire par soi-même, donc il n'est pas question d'être payé. Mais oui, maintenant c'est effectivement on a identifié des missions complémentaires qu'on vend. Ouais, je pense que Juste, Mine, je te laisse répondre et pas après, on prendra des questions d'étudiants en fait, pour... Euh, Moi, je suis devenu un spécialiste des subventions. En gros, non, là, je fais subventionner les recherches que je fais sur le réemploi. En fait, en gros, effectivement, au départ, on y allait un peu voilà, pour expérimenter. Maintenant, on fait des demandes de subventions dès qu'on voit un sujet vers pas une vision justement pas massification, c'est pas le bon terme, mais pour que ça soit dupliqué, quoi, en tout cas. Voilà. Des questions du coup d'étudiants, n'hésitez pas à vous signaler dans le fond. Ouais. On prendra ces deux questions comme ça et on clôturera ainsi. Ok, ça marche. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question sur les propriétés physiques des matériaux et plus généralement, parce qu'on est dans une école d'architecture, sur cette question de la réhabilitation, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on a ces matériaux, avoir la capacité technique... Là, ça marche plus. Ok. Ok. De savoir si on peut les utiliser si aussi justement ils n'ont pas les bonnes propriétés techniques et c'est la même chose en réhabilitation je crois. Donc ma question c'était de savoir est-ce que aujourd'hui c'est un cauchemar pour les ingénieurs que ce soit d'utiliser tel ou tel matériau, on ne connaît pas toute leur vie et de la même manière que sur un bâtiment on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas si ça va tenir. Ou est-ce que justement les nouvelles technologies, au contraire, nous permettent de dépasser ces problèmes? Donc voilà. Ouais, je vais répondre. Bah, alors, en fait,
Typiquement sur le bois, c'est pas trop difficile dans le sens où on a, par exemple, sur le projet d'Ombrière, avec l'ingénieur, on a travaillé où il a fait ce qu'on appelle une pondération de 50% de capacité en fait structurelle. Donc il a pris le bois, il a dit ça supporte 50 fois moins. Sur chantier, on est arrivé, on a chargé, on a vu que ça commençait à se fendre. Il est arrivé, il a dit bon bah là faut renforcer là et là. Et là on a acheté un peu de neuf. Donc il y a 10% de neuf dans la structure, justement pour compenser cette chose-là. Et en fait, c'est un process en fait. La question, c'est d'avoir d'abord quelqu'un qui prend le risque. L'ingénieur a pris le risque, il a tamponné sa structure. L'assurance du coup a accepté. Et derrière, en fait, après, c'est le processus de dire, bah, on va le mettre en œuvre sur chantier, on va voir, etc. Ça, c'est le bois. Sur le métal, c'est différent. C'est plus facile, en fait. D'ailleurs, moi, j'ai pas fait pour le métal, mais on travaille avec un charpentier qui fait du emploi. Et là-dessus, lui, il analyse, il prend l'année de construction, il prend une ponction, et après, il fait analyser le taux de carbone et de, je sais plus quoi, de chrome dedans, et puis il sait, en fait, la capacité technique de l'acier. Donc ça, c'est facile sur deux matériaux sur la structure. Sinon, la plupart du temps, bah, on regarde comment on peut mettre la chose pour que ça soit pas forcément structurel ou étanche, même si ça va être étanche. Ce que disait justement, ça, c'est un truc que je viens d'apprendre, c'est sur la question je pensais que c'était hors d'eau la ferme des possibles, mais en fait, la, la paroi qui est en verre, qui ne prend pas, quoi, qui empêche l'eau de rentrer, n'est pas étanche. Donc il y a plus de problème en fait. Il n'y a pas à prouver que le verre qu'il a mis est étanche, finalement. Donc, forcément, enfin, si j'ai bien compris, hein. C'est essayer en tout de simplifier les choses. Enfin, on peut pas, effectivement, un matériau de réemploi, une poutre, enfin, plein de poutres en bois, on va pas pouvoir dire, ben, on peut pas enfin, ou alors il faut toutes les tester. Si on veut pas se laisser entraîner dans quelque chose qui va renchérir le coût du réemploi, il faut essayer d'utiliser les matériaux dans une fonction qui ne va pas obliger à énormément d'argent en essai pour pouvoir caractériser cette chose-là. Alors que l'exemple de mine est bon, effectivement, la façade de la ferme des possibles, j'avais prévenu le client qu'on ne pouvait pas garantir son étanchéité parfaite. C'est bois sur bois, le bois ça joue, on ne peut pas arriver à reproduire avec des fenêtres anciennes, on ne va pas refaire des trucs très complexes, etc. Donc on accepte qu'il y ait des possibilités par grand vent, de fortes pluies, qu'il y ait des légères infiltrations. Voilà. On a un espace de qui est carré. C'est des lieux qui sont nettoyés à grande eau tous les jours, donc on s'en fiche qu'il y ait de l'eau qui rentre en fait. Je ne sais pas si ça arrive. Enfin, à chaque fois, il faut essayer de raisonner comme ça, essayer de pas mettre la barre trop haute, d'étendre le cadre réglementaire aussi. J'ai oublié de le dire, ça c'est un truc. Sur le hangar zéro, par exemple, on est capable de faire plein de choses. On peut faire des choses. On peut faire des choses qui sont pas. On n'a pas besoin de prouver l'origine des matériaux, leur feu, etc. Parce que on a détendu le cadre réglementaire. Il y a quelques règles. C'est de essayer de rester en cinquième catégorie, de plancher ou à moins de 8 mètres, toujours. Pas dépasser 8 mètres, parce que si on dépasse 8 mètres, il faudra des tenues au feu. On sera pas capable de prouver, ou on sera obligé de rajouter des choses qui là du coup seront pas forcément du réemploi. Euh, Essayer de distinguer les locaux du travail et les locaux recevant du public, et puis pas de locaux à sommeil. Voilà. Si ces quatre critères-là permettent en fait dans la partie qui sera code du travail à moins de 8 mètres sans locaux à sommeil, avec moins de 200 personnes dedans, bah en fait on est très très libre de faire plein de choses. En gros, c'est juste la lumière de sécurité, hein, le petit bloc de secours là-bas, l'alarme, et puis que les installations électriques soient faites dans les normes. Mais en gros, c'est tout. Il n'y aura pas besoin de dire que c'est M1, M2, que c'est coupe-feu. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et dans tout, il faut arriver à détendre le cadre réglementaire et à mettre en œuvre des matériaux à un endroit, dans une fonction, qui ne vont pas nous obliger à caractériser ou à prouver des choses. Si on veut le faire, on peut, hein, si on a les moyens de faire des essais de laboratoire, etc. Mais c'est le plus possible d'étendre ce cadre. Merci beaucoup pour votre présentation.
Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur les plateformes numériques de réemploi. Vous en avez parlé un peu à la fin, il y a eu une espèce de démultiplication des plateformes, ce qui est chouette parce que ça prouve qu'il y a un intérêt réel sur le sujet, mais à la fois, j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif. Il n'y a pas vraiment, je crois, de plateforme qui fait référence dans la tête des gens s'ils cherchent des matériaux et un gisement en réemploi. Qu'est-ce que vous voyez comme perspective du coup là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que le syndicat du réemploi a prévu de diriger peut-être un petit peu? J'imagine que c'est pas facile puisque chacun y a mis un peu beaucoup d'énergie a priori. Donc c'est quoi votre avis là-dessus? J'ai un avis un peu politique, donc c'est pas forcément consensuel, mais enfin moi comme je disais encore une fois, je suis pour la démocratisation du réemploi et non pas sa massification. On voit que avec la REP, enfin la comment ça s'appelle par la loi GIEC, en fait, il y a la REP, c'est-à-dire quoi déjà? La responsabilité élargie du producteur, que petit à petit, il y a quelque chose qui se met en place qui ira plutôt dans le sens de massifier et qu'en fait, il y a un risque que les ressources réemploi arrivent aux mains plutôt de grands groupes qui s'exercent, qui le font. Bon, moi, j'ai des copains dans ces trucs-là. J'ai pas envie de citer des noms, j'ai pas envie de dire que c'est pas bien ce qu'ils font non plus. Hein, mais voilà, moi, je suis plutôt pour un autre modèle qui est plutôt un modèle local, associatif, d'économie sociale et solidaire ou de voilà que tout ça, se réseaute à l'échelle locale et qu'on arrive à développer peut-être par le numérique aussi le flux tendu voilà qu'on n'ait pas besoin de ces grandes plateformes qui cherchent justement à accaparer un peu cette nouvelle ressource, cette mine urbaine comme on l'appelle. Je ne pense pas que ça aille dans le bon sens. Bon, après, il y a le Bon Coin aussi. Hein. Le Bon Coin, ça existe depuis toujours et on trouve plein de choses sur le Bon Coin. Pour préciser, je te le donne tout de suite. La REP, donc responsabilité élargie producteur, c'est la création d'éco-organismes qui vont venir récupérer les matériaux en fin de, donc au moment des déconstructions, des démolitions. Donc c'est un nouveau système qui est lié à la loi AGEC, qui est donc tout récent là, qui est de cette année tout au plus, donc qui est une nouvelle manière de penser la relation euh, pollueur-payeur en quelque sorte, en tout cas producteur-payeur, si on le dit ainsi. Alors, la question de la plateforme numérique. Moi, je suis donc, en fait, je trouve que c'est bien en termes de référentiel. En fait, ça permet de poser des choses, de montrer que ça existe. Quand on parle à un maître d'ouvrage et que lui dit combien ça coûte, on peut montrer combien ça coûte. La contrepartie, il peut dire, ah, mais ça coûte cher, quoi. Bah oui, déconstruire, bah, il faut des gens pour déconstruire, stocker, reconditionner, palettiser et transporter. Donc oui, ça coûte cher. Mais en fait, en soi, c'est bien. Et après, ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est que c'est pas accessible nécessairement en type open source les bases de données, pour moi, c'est ça l'enjeu. Et donc, si on arrivait à avoir quelque chose qui était unifié ou en tout cas qui permettait de pouvoir accéder à plein de mines ou de façon en fait distribuée au niveau des stocks, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est qu'une plateforme numérique qui permettrait en fait de pouvoir accéder à tout. Mais ça n'existe pas pour l'instant. Alors, il y a eu des initiatives européennes. Bon, j'ai essayé de faire partie, mais en fait, c'est l'enfer. On était 39 acteurs. Je sais plus, c'était 14 millions d'euros mais en fait, on n'a pas réussi. C'est vraiment Babel. Ce truc, c'est horrible en fait pour ça. Donc c'est un aveu d'échec là-dessus. Et d'un autre côté, il y a l'initiative, vous parlez de Pleine Commune, qui est beaucoup plus modeste, mais qui, à mon avis, arrivera plus à fonctionner parce ils sont plus petits acteurs. Donc en fait, ils vont aller plus vite que l'Europe, ça c'est sûr. Mais l'Europe, il met des sous dessus parce qu'en fait, elle pense justement à comment créer des bases de données communes en fait aux différents pays avec des protocoles qui sont c'est juste que c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Quoi. Moi, je me suis aperçu parce qu'au départ, je me dis, bon, bah, c'est juste un tableau Excel sur le cloud, quoi. Mais non, c'est pas juste un tableau Excel sur le cloud, c'est un truc qui va bien avec certification, etc. Avec bah, si c'est du plastique, si c'est du textile, si c'est de l'alimentaire, si c'est du truc, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça qu'ils essaient de faire. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense c'est aussi d'être trop, comment dire, ambitieux. Et c'est là où la pleine commune, encore une fois, eux, ils sont sur un truc sur la construction et beaucoup plus spécifique. Donc, on est en train de voir des choses qui émergent.
je sais pas où ça mène pour l'instant, mais je crois fondamentalement au fait qu'il faut se servir de ces outils qui existent, tout comme il faut se servir du Bon Coin, d'ailleurs, je trouve ça bien, comme les autres plateformes. En fait, personnellement, moi, j'utilise tout ça tous les jours pour trouver et sourcer ce qu'on a, quoi, ce qu'on a besoin, quoi. Je sais pas si un dernier mot de Frédéric, sinon, bah, écoutez, il me reste encore à vous remercier toutes et tous d'être venus. Un grand merci à l'ENSA, donc Paris-Malaquais, de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli cette conférence. Un grand merci à nos invités. J'ai trouvé ça jubilatoire, pour tout vous dire, cet échange. Et si vous avez donc encore des questions à poser à toutes les personnes ici, je vous rappelle qu'il y a donc un apéritif sur les quais qui va se mener. Donc, on va pouvoir continuer à discuter toutes et tous ensemble. Voilà, et puis adhérez à l'association, bien évidemment, rejoignez-nous. Et un dernier mot de la part de Frédéric. Ouais. Je voulais enfoncer le clou sur le fait que on n'a pas le choix. De toute façon, le réemploi, on peut pas faire autrement. Il faut le faire. On peut pas construire autrement. Maintenant, il faut essayer de s'y mettre à fond. Et enfin, je dirais, c'est pas au réemploi de s'adapter. Enfin, je veux dire, il faut changer le système pour qu'il permette ça. Il faut arrêter de considérer le bureau de contrôle comme un ennemi, enfin tout ça comme les normes comme des empêcheurs de tourner en rond, et puis ce problème de l'assurabilité comme un truc insurmontable. C'est pas possible. Il faut vraiment militer pour que les choses changent, parce qu'il y a plein de pays où ça se passe pas comme ça, où c'est beaucoup plus simple, que ce soit aux États-Unis ou enfin voilà, c'est le rapport à la norme. Donc il faut pas la subir comme ça. Il faut vraiment dire c'est au système de s'adapter à cette pratique qui est vraiment indispensable. Voilà. Merci beaucoup.